on va parler, en l'occurrence, donc d'accompagnement du vieillissement à domicile. On le sait, les personnes âgées que nous serons tous un jour préfèrent de très loin, on l'a vu, rester à leur domicile jusqu'à la fin de leur jour, ce qui implique donc la mise en place de services d'aide à domicile adaptés et répondant à leurs besoins d'ordre médical, à ceux liés à l'impossibilité d'accomplir les gestes du quotidien, mais aussi aux besoins de lien social des personnes âgées isolées. Cette triple nécessité est-elle atteignable? Quelles autres options que le domicile pour les personnes âgées faiblement dépendantes? Madame Millet, Monsieur Carvounas, donc en votre qualité de co-président de ce forum, sur finalement, il y a les EHPAD. Il y a les EHPAD, on en a parlé, on a un peu creusé, en tout cas, le sujet. Et puis, il y a d'autres manières, finalement, de travailler sur le vieillissement, le bien vieillir à domicile. C'est important d'encourager les maires aussi pour éviter, effectivement, que la seule solution soit le recours à l'EHPAD. Oui, je crois que d'ailleurs, Madame la ministre l'a rappelé qu'en fait, effectivement, l'EHPAD, ça ne concerne qu'une petite minorité de citoyens. Que d'ailleurs, tous ne souhaitent pas forcément aller en EHPAD, c'est pas forcément ce qui fait rêver. Après, encourager, moi je préfère le mot de soutien à domicile que maintien, parce que je trouve toujours que le mot maintien, on a l'impression qu'on écrase la personne et surtout on lui dit tu bouges pas. En fait, ce qui est important aussi, c'est que ça soit étayé, parce qu'on a parlé effectivement d'une feuille de route interministérielle, mais pour rester chez soi aussi, c'est pas tout de rester chez soi et d'avoir des soins et faut aussi d'avoir du contact. Enfin, je pense que Yann en parlera mieux que moi sur l'isolement social, mais si on reste tout seul chez soi, en fait, c'est la mort aussi. C'est une autre forme de mort, mais c'est une forme de mort. Rester chez soi, ça veut dire aussi que la ville, elle doit être accessible. Donc quand on parle des coûts, là, on parle des coûts sociaux, des coûts de la prise en charge, mais il y a aussi toutes les trottoirs à refaire, l'adaptabilité, installer des bancs, permettre que la personne puisse se promener. Il faut aussi qu'il y ait encore des commerces dans les villes pour que les personnes âgées aussi puissent aller faire leurs courses. Donc en fait, on voit que le chantier, effectivement... il est immense. Très large. Mais les maires sont très ingénieux. D'accord. Le Carvounas, sur le bien vieillir, il a plusieurs formes et je crois on que peut les encourager. Beaucoup de collègues sont intervenus et c'est vrai que 95% des personnes interrogées souhaitent vieillir à la maison. Ouais. Vous savez, moi je fais un tour de l'Hexagone et des territoires ultramarins. Nous arrivons en l'UNCAS avec la double casquette AMF de Saint-Denis de la Réunion. On a réuni 3 océans et l'Hexagone, et où les problèmes dans ces territoires, le collègue tout à l'heure maire le disait, sont décuplés dans les territoires ultramarins. Quand j'étais en Guadeloupe au mois de janvier, l'ADN pour les seniors là-bas, c'est vraiment de finir sa vie chez soi. Sauf que la Guadeloupe est un territoire qui voit sa jeunesse partir en hexagone pour faire ses études, voire trouver un travail. Donc derrière se cache aussi, il ne suffit pas de dire qu'il faut vivre à la maison, enfin vieillir à la maison, c'est ce que je disais tout à l'heure, la question des aidants. Dans cette grande loi de programmation, j'espère que sera soulevé le statut des aidants. Entre 8 et 11 millions en France, 4,5 millions de salariés aidants qui ont le taux de mortalité le plus important par rapport à la moyenne nationale, parce qu'à force de s'occuper d'un autre, un parent, ils ne s'occupent plus d'eux. Et donc tous ces sujets-là, il faudra bien qu'on les pose sur la table. J'espère que dans cette loi de programmation, encore une fois, on les aura. Mais les maires seuls, on ne va pas y arriver en fait. Il ne suffit pas, parce que ce n'est pas juste avoir des résidences autonomes, des EHPAD, ou demain des résidences services seniors. C'est pas que ça. Il faut des commerces autour. Il faut du transport. Il faut des services. Ça veut dire qu'à un moment où nous sommes exsangues dans nos budgets, il faut, nous tous, si on se prépare à cette société du bien vieillir, repenser la ville sur la ville. Avec quels moyens? Avec quelles aides? Donc à un moment donné, moi je veux bien qu'on me dise de manière un peu persifleuse, vous voulez créer de l'impôt, mais depuis quelques années, le gouvernement prend des décisions en nous transférant des dépenses sans les recettes. Donc à un moment donné, il y en a marre. Et il faut aussi que ce soit entendu. Mais il y a de belles choses qui se font, quand même, bien sûr, heureusement, au niveau local. Et donc on va le voir, entre autres aussi, avec Yann Lanier, qui est donc délégué général des Petits Frères des Pauvres. Yann, si tu veux me rejoindre à cette scène, c'est la première fois d'ailleurs que les Petits Frères des Pauvres disposent d'un stand au Salon des maires. Oui, c'est ça. fait, donc oui, c'est un signe. J'avais eu l'occasion il y a 2 ans, mesdames, messieurs, d'intervenir devant vous sur
un sujet similaire. Pour la première fois, les petits frères des pauvres ont souhaité être présents au Salon des maires parce que, bien, écoutez, nous sommes une association qui, depuis près de 80 ans, lutte contre l'isolement social des personnes âgées. Vous connaissez certainement les chiffres, ils sont répétés autant que ceux que vous entendez beaucoup en ce moment, notamment par Madame la Ministre. 50% de 75-84 ans en plus à l'horizon 2030. Et moins les chiffres de l'isolement social, puisque les petits frères des pauvres ont un baromètre qui mesure l'isolement social des personnes de plus de 60 ans. Les chiffres sont terribles. Ce sont les gens dans vos communes, dans nos communes. 530 000 personnes en situation de mort sociale, c'est-à-dire de couper de tout cercle de sociabilité. Et ce n'est pas les 600 000 résidents en EHPAD. Et on ne peut plus les atteindre. On peut plus les. Je vais y venir, Stéphane. 530 000 personnes en situation de mort sociale, coupées de tous les cercles de sociabilité, et 2 millions de personnes qui sont coupées d'au moins 2 des 4 cercles classiques de sociabilité. Et vous avez même 6 millions de nos concitoyens de plus de 60 ans qui disent quotidiennement ressentir de la solitude. Ce qui n'est pas tout à fait pareil que l'isolement social. Juste peut-être vous dire, et puis développer devant vous cette réflexion-là que je fais je suis depuis 3 ans le délégué général des petits frères des pauvres. Je viens des métiers de l'enfance et de la jeunesse. Alors, ça peut vous paraître étonnant comme trajectoire. Et je l'avais dit au prédécesseur de Madame Berger, je lui ai redit la semaine dernière, puisque son prédécesseur m'avait confié, dans le cadre du Conseil national de la refondation, la partie lien social et citoyenneté. Manifestement, Madame Berger n'a pas retenu un certain nombre des 37 propositions que nous lui avions faites là-dessus sur la question de la préservation du lien social et de la lutte contre l'isolement social. Mais j'ai l'impression de voir le champ de l'âge comme celui de l'enfance et de la jeunesse il y a à peu près 40 ans. Quand vous regardiez dans les années 60, vous aviez une politique de l'enfance, enfin c'était les 0-18 ans, globalement. Et puis ça s'est structuré, vous êtes très bien placés, vous, mesdames et messieurs les maires et les adjoints, pour le savoir. Vous avez de la politique de la petite enfance, vous avez mis des crèches, vous avez des centres de loisirs, vous avez des accueils périscolaires, vous avez l'école, vous avez des centres sociaux. Enfin, vous avez, et puis même jusqu'à 26 ans, sur les politiques jeunesse, y compris sur la recherche d'emploi, dans notre pays, on a structuré tout un tas de politiques. Quand vous approchez la question de l'âge, vous avez quoi ? M. Carvounas l'a rappelé à l'instant, la retraite à 64 ans, première borne. Et puis après, la perte d'autonomie. Et une espèce de terrain incognita. Alors que quand vous regardez les chiffres de l'espérance de vie, eh bien, on a entre... C'est mon âge aujourd'hui, entre 55 ans et l'espérance de vie, on a 30 ou 40 ans de vie. Les âgés ou les seniors, ça aussi, il faudra qu'on arrive à travailler sur la dénomination, c'est 3 générations de vos concitoyens. Et moi, je vous invite, je le ferai dans un petit bouquin dans quelques mois, à mettre en place et à structurer les politiques publiques de ce que j'appelle les 3 âges de l'âge. 55-65 ans. La préparation de son activité future. Moi, je ne crois pas aux gens qui décident d'être bénévoles le jour de la retraite. En général, ça commence avant. En général, ils se plantent un peu, les autres, quoi. Comment vous créez les conditions que la réflexion sur est-ce que le domicile que j'habite aujourd'hui à 55 ans, quand les enfants sont partis de la maison, va être l'endroit où je vais bien vieillir ? Parce que je ne suis vraiment pas sûr que dans beaucoup de vos communes, il y a des gens qui veulent vieillir chez eux, mais vieillir dans le chez eux de 55 ans aujourd'hui, il y a un vrai travail à faire. Comment je m'engage ? Comment je me prépare à cette période qui peut être plutôt sympa si on sait tous bien de l'accompagner, qui est la période plutôt 65-80 ans et plus, mais en général vers 80 ans, la perte d'autonomie, ou en tout cas l'altération de l'autonomie peut s'inviter. Et ces retraités en bonne santé, comme on pourrait les appeler, c'est aussi vous, pour une grande partie, c'est des élus locaux, c'est les bénévoles d'associations. Donc là, on a des choses à monter, et après, on a la perte d'autonomie. Moi, j'ai pas envie qu'on se focalise, même si je ne nie pas absolument, Jean-Pierre, les problématiques des EHPAD, qu'on se focalise uniquement sur 700 000 de nos concitoyens sur 20 millions. Et après, c'est là-dessus qu'on a vraiment un travail à faire. Mais je suis bavard, Stéphane. Non, je sais que tu vas voir, mais c'est toujours agréable de t'entendre. Mais est-ce que comment on se prépare à la perte d'autonomie ? En tout cas, comment on se prépare ? Je ne sais pas, moi je ne suis pas gériatre. Non, mais c'est parce que... Je sais comment on peut lutter contre. Parce que j'écoute donc attentivement. Voilà, comment on fait pour... On sait aujourd'hui, par exemple, que l'isolement social des personnes est un facteur démultipliant ou démultiplicateur de la perte d'autonomie. Moins les contacts sociaux sont importants, plus la perte d'autonomie peut arriver vite. Et plus la pauvreté monétaire est importante,
plus la perte d'autonomie, et moins les contacts sociaux sont importants, donc plus la perte d'autonomie arrive vite. C'est pour ça que je me permets de rajouter toujours, pour tous, à la question du bien vieillir. Voilà, il faut toujours dire que le bien vieillir doit être pour tous et que ça ne doit pas être quelque chose de réservé à une certaine catégorie de population. Et juste là-dessus, si on était, puisqu'on a parlé de milliards là tout à l'heure, si on est aussi dans une logique d'approche économique de ces questions, investir sur la prévention. Monsieur le ministre de la Santé, dans la table ronde précédente, le disait, il faut qu'on mette le paquet sur la prévention. Prévenir l'isolement social, ça coûte pas cher. Ce n'est pas des dispositifs qui coûtent extrêmement cher. Et que fait créer Petits Frères des Pauvres? Parce qu'il y a ça, il y a des dispositifs. Oui, bien sûr. Un petit peu. Les Petits Frères des Pauvres, c'est une sacrée mécanique. 15 000 bénévoles qui, dans 400 de vos communes, ont des équipes et prennent en charge des personnes en situation d'isolement social. C'est des personnes qui sont repérées avec un système qui est largement améliorable aujourd'hui, puisque les CCAS, les élus, parfois même les familles, nous contactent pour nous dire que telle et telle personne est isolée. Mais on a beaucoup de travail à faire avec les élus locaux, avec l'État, pour mieux repérer les personnes, avec leur assentiment. C'est très important, parce qu'il y a aussi des questions de liberté et des questions éthiques sur le sujet. Mais vraiment, ces questions, mettre le paquet aujourd'hui dans la lutte contre l'isolement, on a lancé un dispositif, et je vous invite à aller le regarder sur le site des Petits Frères des Pauvres, qui s'appelle Chasseurs de solitude, où on propose à tous vos concitoyens aujourd'hui et à toutes les collectivités territoriales, à nos côtés, de relayer ce dispositif-là. C'est pas pareil que être bénévole et prendre en charge une personne de manière régulière, mais c'est comment vos concitoyens peuvent être sensibilisés à ces questions-là. On s'intéresse de plus en plus à la sensibilisation des plus jeunes, y compris au collège, puisqu'on a des dispositifs. Mais je vous invite à aller sur le stand des Petits Frères des Pauvres. Et puis il y a des rapprochements avec les communes, alors. Forcément, oui, de fait. Nous, ce qui est un peu nouveau aussi. Oui, nous on est à vos côtés. C'est le message que moi vu des affichettes des Petits Frères des Pauvres dans les communes. Il y en a quelques-unes, mais bien sûr, il faut y aller. Nous, on est à vos côtés. On n'est pas là pour vous vendre un truc en plus. On a imaginé un certain nombre de dispositifs, et moi j'ai la conviction qu'aujourd'hui, c'est avec les communes, avec les citoyens, avec les entreprises, on minore peu, on en parlait à quelques-uns ce midi, par exemple ce que produit le télétravail. Le télétravail, pour celles et ceux d'entre vous qui sont parfois un peu loin d'une métropole, c'est aussi 2 jours ou 3 jours par semaine des gens qui sont chez eux, et qui, par exemple, entre midi et 2, peuvent faire du micro-bénévolat. Ouais. C'est une chance de plus. Mais c'est aussi des gens qui peuvent s'isoler socialement. Et ça, on le dit beaucoup aux chefs d'entreprise aussi, parce qu'il y a vraiment les deux faces de la pièce. Donc, on a plein de choses à faire ensemble. Et vraiment, moi, je vous invite à se dire que l'adaptation des territoires au vieillissement, j'espère que l'État sera là aux côtés des élus pour pouvoir avancer, mais vous verrez, et il y a plein de choses que vous pouvez déjà dans vos communes mettre en œuvre assez facilement. Tu me donneras le contact de la personne à Chartres, de ton délégué, par exemple. On continue. Nadine Pradier, vice-présidente de la cohésion sociale et intergénérationnelle, Fédération des particuliers employeurs de France, on va dire FEPEM, c'est plus rapide. Ok. C'est quoi la FEPEM ? C'est cela. Alors, quand vous allez aller chez mon collègue, les Petits Frères des Pauvres, vous allez passer obligatoirement devant notre stand. Donc, je vous invite à vous y arrêter. Alors, je représente les particuliers employeurs. Les particuliers employeurs, je vais tout de suite régler un souci. C'est qu'on a tendance à penser qu'ils habitent sous la Tour Eiffel. Eh bien, désolé, ils n'habitent pas que sous la Tour Eiffel. Il peut y en avoir, mais quand même, ils sont relativement rares. Et Mme Bettencourt n'a pas attendu la FEPEM pour faire de la défiscalisation. Nous avons surtout des personnes âgées, des personnes en perte d'autonomie, des personnes en situation de handicap. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est 1 million de particuliers employeurs pour 550 000 salariés. Pour les maires que vous êtes, c'est le premier kilomètre de l'emploi. C'est de l'emploi non délocalisable. Donc je pense que c'est quelque chose qui doit vous interpeller. Alors, pardon. Allez-y. J'ai une petite anecdote. Savez-vous qu'en 2020, 55% des maires que vous êtes avaient déjà plus de 60 ans. Donc, inutile de vous dire que dans les 10 ans qui viennent, bon, j'en fais partie à la fois. Donc, dans les 10 ans qui viennent, on a besoin de construire. Et il faut qu'on... Vous allez dire de bénévoles. Non, aussi. Mais oui, aussi, à la fois. Voilà. Donc, effectivement, nous avons besoin de construire ensemble. Et je pense qu'il faut qu'on rebondisse sur ce que la ministre disait.
ensemble. D'accord. On est donc sur le bienveillir, sur les alternatives à l'EHPAD, pour aller vite, enfin sur Tout ce à que j'ai fait. pu comprendre ou autre. Et donc il y a là, pas le maintien à domicile, mais le fait d'être présent à domicile auprès des personnes âgées. Donc comment on identifie? Il y a une plateforme, on peut passer par vous, les communes peuvent passer par la FEPEM pour avoir un accès direct à un employé, à quelqu'un qui Vous avez fera... l'information. Ouais. En fait, effectivement, nous sommes dans le bâtiment numéro 4. Nous lançons aujourd'hui notre portail qui va être mis à disposition de tout un chacun, et notamment des maires que vous êtes. Et ce portail va donner de l'information, que ce soit aux particuliers employeurs comme aux salariés des particuliers employeurs. Et je vous invite à y aller parce que vous allez savoir au travers de ce portail quels sont les droits, les devoirs, tout ce que vous devez mettre en place lorsque vous employez quelqu'un. C'est extrêmement facile, c'est intuitif, c'est fabuleux. Donc je vous invite à venir avec moi dans la foulée. Et comment ? Il y a aussi le dernier point, parce qu'à 17h, il faut qu'on rende l'antenne pratiquement, enfin 17h, 17h05. Déjà, il y a une pénurie de personnel, difficile de rendre ces métiers de plus en plus attractifs. Comment on fait ? Eh ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? D'ici 2030, c'est 800 000 personnes que nous allons devoir recruter. C'est quand même pas rien. Nous nous sommes penchés sur le sujet depuis déjà quelques années. On n'a pas attendu qu'on nous le spécifie. Nous avons travaillé à la mise en place, notamment au travers d'une convention collective à effet du 1er janvier 2022, et qui a donné des avantages pour les salariés de nos particuliers employeurs. C'est notamment la création des activités sociales et culturelles. Nous sommes aujourd'hui le premier, la première, comment on appelle ça Ça commence par quelle lettre ? On va faire un jeu. Oui, le premier comité d'entreprise en France. Mais c'est qu'en plus, ça se dit plus, comité d'entreprise. Ça se dit. CSE. Voilà, premier oui, ça a CSE changé, en ça aussi. France. Ouais. On a créé la section formation professionnelle parce qu'il faut quand même former les personnes, et notamment les assistants de vie qui vont s'occuper des personnes en situation de perte d'autonomie. C'est 120 000 départs en formation l'année dernière. Ça n'est pas rien. Okay. Ensuite, nous avons créé également la prévention et santé au travail. On a parlé de prévention tout à l'heure. Ça y est, nous, dans notre secteur, nous l'avons mis en place. Quelque chose également qui n'existait pas dans notre secteur, c'est la prime de départ volontaire à la retraite. Donc tout ça fait que nous avons contribué à l'attractivité du secteur. Je pense, et puis, une petite précision, et c'est une moyenne sur l'ensemble du territoire, le salaire chez nous est de 12 € net de l'heure. Ça parlera aux spécialistes. 12 € net de l'heure, je D'accord. répète. Hein, non, je sais pas, je connais pas le chiffre, mais bon, a priori c'était. Eh ben, c'est plus que le SMIC. C'est plus que voilà, très bien. Écoutez, merci Madame Pradier pour d'abord nous avoir Merci éclairé pour sur le votre rôle, écoute à tous. du rôle d'AFEPEM. On va terminer. Est-ce que je peux dire avec une belle histoire, quand même, non, hein? Bon, venez. Vous êtes chez vous ici, donc au Congrès des maires, Madame le maire de Combran, dans les Deux-Sèvres, Anne-Marie Revaux, commune de 1200 habitants. Voilà, très bien, merci. Et vous, oui, voilà. Alors, en synthétisant bien sûr, mais c'est une belle histoire parce que l'habitat inclusif, vous le portez, mais depuis le début du siècle, enfin l'autre, avant. Voilà, j'ai toute une histoire, oui, puisque je suis élue depuis longtemps, depuis 1977. Et je suis maire, c'est mon 3e mandat. Et dans une autre vie même que j'étais élue, mais j'étais aussi professeure des écoles. Donc en tant que professeure des écoles et première adjointe, le maire m'avait confié la mission de faire le lien intergénération. Donc c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Et donc en 2008, quand j'étais maire, j'ai voulu faire un quartier intergénérationnel où règne la bienveillance, le lien social. Et donc, j'ai déjà commencé par motiver les associations de l'école, parce que notre école était sur 2 lieux. Il y avait l'école maternelle d'un côté, l'école primaire de l'autre, et la cantine était dans une salle au milieu du bourg. Donc, quand il pleuvait, je ne vous dis pas, c'était pas triste d'emmener les enfants à la cantine. Donc, j'ai mobilisé les bureaux en disant, écoutez, il faudrait qu'on mette les écoles sur un même site. Et ensuite, sur ce site-là, on a mis les services. Donc, il y a la périscolaire,
On a construit une cantine de la restauration scolaire pour 80 enfants. Et donc, j'avais le projet aussi de faire un habitat regroupé pour personnes âgées. Donc, dans mon département, le département des Deux-Sèvres, il y a eu donc un appel à projet qui a été lancé par le département. Et j'ai répondu. Et nous avons donc construit 10 logements. Ce sont des T3. Donc, c'est très intéressant. Et la commune, elle a construit une salle d'activité. Donc, les personnes âgées, les 10 logements sont complets. Il y a 2 couples en ce moment, plus les autres logements, ce sont des personnes seules. Et donc, il y a une référente qui fait aussi son travail, c'est de faire la cuisine pour la restauration scolaire, mais aussi pour les personnes âgées. Les personnes âgées peuvent venir prendre leur repas. Donc, c'est un service. Ensuite, on met aussi un service. Elles ont chaque logement a un petit espace vert. Donc, on peut entretenir l'espace vert. C'est aussi un service. Et donc, ensuite, il y a des bénévoles qui accompagnent pour faire de l'animation. Et on travaille aussi avec le CSC pour les animations. Et donc, c'est toute une vie sociale. Qui se met en place. Donc, avec des activités intergénérationnelles avec l'école. Avec des personnes autonomes, bien entendu. Autonomes ou suffisamment aidées. Puisque dans notre Vous voyez la question que je village, me posais derrière. oui. Quoi. Je veux dire, c'est des personnes qui, a priori, ont encore la possibilité d'éviter le fameux EHPAD dont on parle et qui doit être renouvelé prochainement. Tout à l'heure, ça a été aussi évoqué. Les personnes âgées, dans ma commune, il y avait des personnes, elles étaient souvent dans des villages aussi. Elles ont eu 4, 5 enfants et elles se trouvaient dans des maisons qui n'étaient plus adaptées. Donc, l'aide à domicile qui venait chez elles ne pouvait pas entretenir toute la maison. Donc, il fallait un parcours résidentiel. Donc, il vient un moment où la personne, elle va rester trop seule chez elle, puis la maison est trop grande. Donc, maintenant, elles ont des maisons qui sont très peu énergivores. Donc, tout a été étudié. Et donc, les personnes, elles sont ensemble. Ensuite, sur ce quartier intergénérationnel, il y a le cabinet infirmier à côté, il y a la coiffeuse qui est à côté. Tout est pensé, voilà. Tout est pensé pour. Et juste à proximité, j'ai construit aussi un lotissement. Il y a une assistante maternelle qui y est, et donc voilà, les petits. Donc vous n'arrêtez pas de rajouter en quelque sorte certains éléments, donc c'est super. Je voudrais simplement rajouter que c'est des projets sur un temps long. D'accord. Voilà. Et qu'il ne faut pas hésiter à les lancer. Bon courage. Je vous remercie d'avoir été invité. Parce que franchement, dans ma petite commune, je me disais quand Madame Sarah-Rémy, vous m'avez appelé, je me suis dit c'est trop gentil. Après, je vous ai raconté mon histoire. Mais... Elle était magnifique. J'ai écouté bouche bée. Il n'y a pas de problème. Merci. J'étais prête à apporter des photos. Tout ça me fait dit c'est pas la peine. Il faut pas. Non, les photos, il en voilà, faut donc pas il dans les faut forums rêver. Parce que, il faut y aller. Donc les histoires, j'aime les raconter puisque j'étais éducatrice de jeunes enfants. Bon, voilà. Ben, très bien. Vous l'avez très bien raconté. Merci à vous, Jean-Pierre Rizot. Sur le Yann Yanni a parlé de ces télétravailleurs qui travaillent beaucoup et puis de temps en temps ont des petits downs. On peut avoir 25 ans et être dans une solitude ou autre. Cet appel à la solidarité intergénérationnelle, ça peut être un super projet pour ce pays. Il y a les ressources pour ça. Ah oui, c'est même sans nous le fondement même de ces politiques publiques. C'est-à-dire qu'on voit bien aujourd'hui à quel point c'est ce qui fabrique la réalité des parcours, des décloisonnements et de la vie en société. Vous l'avez très bien dit, Président, et je crois que chacun l'a bien dit. L'objet aujourd'hui, c'est de favoriser ces liens sociaux, ces liens de vie. Et je dirais juste un mot, parce que je crois que c'est important, c'est que toutes ces politiques transversales, elles existent aujourd'hui dans les communes. C'est vous qui les portez, mesdames et messieurs les maires. Elles existent dans les établissements pour personnes âgées, dans les services aussi. On est aujourd'hui dans la transversalité et l'intergénérationnalité entraîne aussi ça. Donc c'était, à mon avis, un beau signe d'espoir aussi, sur la capacité aussi de vous, maires et adjoints, et des directeurs et des directrices de services et d'établissements à domicile, parce qu'on poursuit les mêmes objectifs. Et voilà, en tout cas, je retiens ça avec grand plaisir. Merci à vous. On va prendre une question, on prolonge un petit peu, monsieur le maire. Merci, je vous en prie. Je suis très content de prendre la parole. Je voulais juste réagir un petit peu. Bien sûr, je peux vous parler de ce que l'on fait dans une mairie au niveau pour nos personnes âgées qui sont à domicile. Bon, je ne vais pas revenir dessus. J'aurais voulu intervenir lorsque Madame la ministre était là, mais bon... Et je pense que je suis tout à fait d'accord avec tous les intervenants. Et bien sûr, j'ai participé au Vieux mérite mieux. Ce que je voulais dire, effectivement, je m'occupe d'un petit EHPAD, d'un tout petit EHPAD. Je vais vous dire ce qui est réservé aux maires, aux directrices, qui effectivement traitent bien
traitent bien leurs vieux, hein, comme vous l'avez dit, hein, traitent bien leurs vieux, traitent bien leur personnel, ne veulent pas fermer les lits, veulent maintenir le personnel à une rémunération qui est tout à fait acceptable, c'est-à-dire qui n'est pas moins qu'ailleurs, moins que dans l'hospitalier. On les a applaudis, qu'on continue à les applaudir. Alors, je suis en déficit, 100 000 euros. Effectivement, comment je fais Comment je fais ? Eh bien, je reçois une lettre de l'ARS et du département pour me dire « Vous êtes en déficit, vous n'avez pas équilibré, donc on va vous attaquer, c'est illégal ce que vous faites. » Et ils nous disent par là même « Les 100 millions d'euros qui sont, il n'y en aura pas pour vous. » Voilà ce que je veux vous dire, comment on traite aussi les petits EHPAD. C'est un petit EHPAD où on était à 98%, on est toujours à 98% pendant tout le Covid, et on y est encore. Donc, les gens apprécient d'être dans ce petit EHPAD. C'est avant tout les résidents et le personnel, mais voilà ce que je voulais vous dire. Et quand Madame la ministre dit « on va faire autre chose de vous », moi, ça fait 3 ans que j'essaie d'être regroupé avec les 3 autres EHPAD qui sont à côté. C'est des EHPAD hospitaliers. Ça veut dire si je me regroupe avec eux, on change de statut, ça coûte de l'argent. Donc, qu'est-ce que dit l'ARS et le département dit « ça coûte trop cher ». C'était 70 000 euros ce que ça coûte pour se regrouper. Ils disent « c'est trop cher, donc voilà les plans qui sont menés. Voilà contre quoi je me bats. Et voilà, je ne sais pas encore quelle est la solution, parce que figurez-vous que le budget n'étant pas à l'équilibre, eh ben, on me dit c'est extra-légal ce que vous faites. Extra-légal, en dehors de la légalité, illégal. Donc voilà comment on est traité. Merci, monsieur le maire. Merci pour ce témoignage. Il appartient donc aux 2 coprésidents de venir conclure ce forum et de rejoindre ce petit cercle. Le débat est lancé, M. Carounas. Il était déjà lancé. À toutes les personnes qui ont participé à ces échanges. Madame la maire, j'ai envie d'aller vieillir à Combran quand j'entends tout ce que vous faites. Ça a l'air très sympa. Plus sérieusement, c'est pas une conclusion, c'est qu'il va falloir qu'on soit vigilant. Vous savez, dans le cadre du Parlement du non-cumul, moi j'ai été parlementaire pendant 9 ans. Aujourd'hui, ce sont les associations de maires que nous représentons qui sont les premiers lobbyistes. Et il faut qu'on monte au créneau, pas de manière conflictuelle, mais dans l'intérêt général. Il y a eu la feuille de route qui a été annoncée le 17 novembre dernier. Et puis 2 jours après, moi, comme vous, j'ai lu l'interview de Bruno Le Maire qui raconte qu'il n'y a plus d'argent. Et qu'on va tellement bien préparer la société du bien vieillir qu'on va même réformer l'assurance chômage pour les seniors. Donc voilà, c'est toute une série de messages contradictoires. Et c'est pas faire montre d'insultes que d'avoir un débat politique et de montrer les contradictions pour faire avancer la cause qui nous rassemble sur le bien vieillir. Donc, merci à tous. Merci déjà d'avoir été très patients et d'être restés jusqu'au bout, parce que je crois que c'était très intéressant d'entendre le témoignage aussi de notre collègue qui finalement faisait écho aussi aux propos de notre président David Lisnard hier, qui parlait bien aussi de l'absurdité qu'il peut y avoir aussi dans certaines décisions administratives. Et je pense que nous, les maires, on a assez de travail aussi à côté pour éviter d'avoir à perdre du temps, de l'énergie et du courage aussi des fois, parfois dans des tels débats. Donc, écoutez, on compte sur nous tous, on va dire. On va dire ça comme ça. Merci beaucoup et à très bientôt. Donc, merci à tous les intervenants. Merci.